Bonjour à tous, deuxième partie de Goldfinger, une analyse plus technique. J'évoquerai le déroulement du tournage, les gadgets, les voitures, la musique, le générique et je finirai sur quelques anecdotes amusantes, voire surprenantes. Le tournage a eu lieu du 15 janvier au 11 juillet 1964. Le 15 janvier, une équipe réduite part pour Miami afin de tourner dans et autour de l'hôtel Fontainebleau. Hamilton travaille avec le nouveau Felix Leiter. La scène où Odd Job est suivi par Leiter et son collègue Johnny pendant qu'il conduit et tue Monsieur Solo fut tournée à la casse automobile de Miami sur North River Drive. Les plans où Leiter et Johnny patientent avant de se rendre au ranch de Goldfinger furent filmés devant un restaurant KFC de la 7e avenue. Après 5 jours de travail, l'équipe retourne à Londres pour essayer d'assembler les images tournées aux États-Unis avec celles programmées à Pinewood, notamment le laboratoire d'héroïne dans la séquence de pré-générique, filmé sur le site d'une raffinerie de pétrole à Stanwell dans le Surrey. Les prises restantes de l'hôtel Fontainebleau, ainsi que les intérieurs du domaine et de l'usine de Goldfinger. Durant le mois de février, Broccoli, son gendre Michael Wilson et Guy Hamilton, ainsi que 18 membres de l'équipe technique, se rendent à Fort Knox pour filmer la réserve d'or avec l'autorisation du département de la Défense. Le 6 mars, l'équipe débarque en Suisse pour tourner les extérieurs. Le tout ne prendra que 5 jours. Un record pour un film qui, à contrario, a pris énormément de temps, au grand désespoir de Sean Connery que ses tournages à rallonge indisposaient profondément. Libéré de ses engagements envers Hitchcock, Sean Connery rejoint le tournage le 19 mars. Les scènes du pré-générique sont aussitôt tournées. Lors du tournage de l'affrontement entre Bond et Kapungo, Alf Joint est gravement brûlé suite à l'enroulement d'un serpentin chaud autour de sa jambe au moment de filmer la partie où il est électrocuté dans la baignoire. L'acteur allemand Gert Frobe est accueilli sur le plateau pour tourner sa première scène, la désormais emblématique séquence de torture au laser. Hamilton passe au tournage des intérieurs de Miami, y compris la mort dorée de Jill, sur le plateau D de Pinewood au cours du mois d'avril, tandis qu'à côté, un autre studio est en train d'être transformé en laboratoire pour le maître des gadgets. Les premières scènes en extérieur, hormis les quelques jours à Miami, se déroulent au club de golf de Stockporges, où Hamilton chorégraphie le combat sportif de 007 contre le méchant obsédé par l'or. Durant cette période, Connery passa des heures devant et hors caméra à peaufiner son jeu sportif. Scène suivante, la bataille à Fort Knox. Une partie grandeur nature du bâtiment top secret a été construite sur le plateau de Pinewood. Et le plus grand de ces plateaux de tournage devint l'intérieur du coffre-fort. La scène Goldfinger et Odd Job s'envolent pour la Suisse fut filmée à l'aéroport de Southend-on-Sea, une petite station balnéaire. La course-poursuite entre l'Aston Martin de Bond et les hommes de main de Goldfinger, censée se dérouler au siège suisse d'Auric Enterprise, fut tournée à Black Park, dans le Buckinghamshire, non loin du studio. La fin de la poursuite, lorsque l'Aston Martin s'encastre dans un mur, ainsi que la séquence qui la précède, ont été filmées sur la route à l'arrière des plateaux A et E de Pinewood et du Prop Store. La route a depuis été dénommée Goldfinger Avenue. Comme ce fut le cas durant les prises de vue des 2 premiers films, Ian Fleming a rendu visite à l'équipe de tournage en avril 1964, lors des scènes de Shirley Eaton. La première fois, il était venu voir Ursula Andress émerger de l'eau en bikini. La deuxième fois, il était venu assister à la rencontre entre Bond et Tatiana dans la suite d'un hôtel. Fleming vient-il réellement pour voir le tournage ou les actrices ? Puis, départ pour le Kentucky, à Lexington, pour filmer quelques scènes d'aéroport et quelques brèves scènes extérieures de l'élevage de Goldfinger. Cependant, de nombreuses séquences d'aéroport furent tournées à la base de la RAF de Norfolk dans le Middlesex. Pour finir, Guy Hamilton et son équipe se sont rendus en Suisse, pour photographier les extérieurs du siège de Goldfinger, en réalité l'usine aéronautique Pilatus dans le canton de Lucerne. Ainsi que le rendez-vous de Bond et Tilly sur les routes de montagne du col de la Fourca et de l'Andermatt, un petit village situé à 80 km au sud de Zurich. Les 2 seuls exemplaires de l'Aston Martin DB5, mis à la disposition de la production par le constructeur, ont servi à la scène, une étant simplement destinée à rouler, et l'autre comportant les gadgets.
Les deux véhicules peuvent être subtilement différenciés dans le film. Nous y reviendrons plus tard. La station-service où 007 dépose la jeune femme est celle d'Aurora, à Andermatt. Pour info, la station-service fut fermée au printemps 2014 suite à son effondrement. Aurora a ensuite été rachetée en 2018 par un cabinet de gestion financière qui a décidé de rouvrir l'établissement afin de sauvegarder ce lieu de pèlerinage pour de nombreux fans. Le tournage s'est terminé le 11 juillet à Andermatt, après 19 semaines de prise de vue. Néanmoins, 3 semaines seulement avant la sortie initiale du film au Royaume-Uni, Hamilton et une petite équipe, comprenant le beau-fils de Broccoli, décidèrent d'allonger de nouvelles scènes et partir dans le Kentucky. Albert Broccoli obtient la permission de filmer dans la région de Fort Knox grâce à son ami le lieutenant-colonel Charles Rushon. Je le cite, « Grâce à l'appui de Robert Kennedy, on m'a permis de survoler le site de Fort Knox dans le Kentucky. Mais pas d'y pénétrer, bien sûr. Même le président des États-Unis n'en a pas le droit. » Les pilotes du cirque volant de Pussy-Galore sont autorisés à voler 915 mètres au-dessus du fort, et les militaires qui s'évanouissent sont en réalité joués par les mêmes personnes qui se trouvent à différents endroits. Pour des raisons de sécurité, aucun membre de l'équipe de tournage ne fut autorisé à se trouver à proximité ou à l'intérieur du dépôt de lingots, et tous les décors intérieurs du bâtiment ont été conçus à Pinewood d'après l'imagination de Ken Adam. Il s'inspire de la Banque d'Angleterre et de l'alignement des lingots en petites piles. Il refuse de faire une maquette, non, il veut un décor grandeur nature. S'inspirant de photos, Adam a construit une réplique exacte de l'extérieur de Fort Knox, incluant une allée d'1,5 km de béton. Broccoli veut une cathédrale d'or, et Adam la lui fournit. De faux lingots sont empilés sur 13 mètres de hauteur. Des techniciens devaient les astiquer en permanence afin qu'ils brillent sous les projecteurs et ne paraissent pas trop mat à l'écran. La reconstitution de l'extérieur de Fort Knox a coûté à elle seule plus de 100 000 $ à la production, ce qui en fait le décor le plus cher jamais construit dans les studios de Pinewood à l'époque du film. Les décors ont été jugés si réalistes que Pinewood Studio a dû poster un garde 24 heures sur 24 pour empêcher le vol des lingots d'or. United Artists reçut de nombreuses lettres de citoyens américains indignés que des Britanniques aient pu pénétrer dans la réserve alors que leur président n'en a pas le droit. Un employé de Fort Knox a plus tard envoyé une lettre à Adam et à l'équipe de production pour les féliciter pour leur représentation imaginative du coffre-fort. Adam a ainsi déclaré « En fin de compte, je suis heureux de ne pas avoir été autorisé à entrer dans Fort Knox, car cela m'a permis de faire ce que je veux. » Dans la réalité, l'or n'est jamais empilé au-delà de 60 cm de haut. Compte tenu du poids et de la fragilité de l'or, les barres inférieures des piles seraient aplaties par le poids des barres supérieures. Les gadgets commencent à prendre cependant une place plus spectaculaire dans Goldfinger. Q dévoile à Bond dès le début du film les gadgets dissimulés dans l'Aston Martin. Alors que Guy Hamilton souhaitait ménager la surprise aux spectateurs au moment de leur utilisation. Albert Broccoli a préféré choisir cette méthode qui, il faut bien l'avouer, est totalement en opposition avec le genre suspense. Le public sachant déjà ce qu'il va voir et attendant seulement le moment où cela va se produire. Sauf que Broccoli est le producteur, et donc le financier. Il imposera cette méthode dans chacun des longs métrages suivants. L'Aston Martin DB5 possède une impressionnante liste d'équipements. On y trouve un pare-brise, une glace latérale et une lunette arrière à l'épreuve des balles. Dans la coudoir centrale, Q a installé un mécanisme de défense comportant un diffuseur d'écran de fumée via le pot d'échappement, un éjecteur d'une nappe d'huile dans les feux arrière, une mitrailleuse Browning à canon court cachée derrière les feux de position avant gauche et avant droit, des fumigènes, un éjecteur de clous triple pointe et un destructeur de pneus caché dans les moyeux des jantes à rayons. Dans le levier de changement de vitesse, le petit bouton rouge actionne le siège éjectable du passager, une seconde après l'éjection du toit. Sur le tableau de bord, caché sous l'autoradio, un récepteur audiovisuel d'une portée de 250 km, permettant de suivre un émetteur vibreur de localisation magnétique. Sous le siège conducteur sont dissimulés 2 Smith & Wesson et un Walter PPK.
Sans parler des butoirs de pare-choc avant rétractables et de la plaque minéralogique qui bascule par une simple pression de bouton. Le premier numéro est anglais, BMT 216A. Le deuxième est français, 4711 EA62. Donc, Bond vient du Pas-de-Calais. Et la troisième est suisse, LU 6789. La plaque rotative est une idée de Guy Hamilton, là de se prendre des contraventions à Londres pour mauvais stationnement. Je le cite, « Quelle idée géniale ce serait de pouvoir empêcher les pervenches de prendre mon numéro de plaque à chaque infraction. » D'autres gadgets apparaissent au fil des événements. Le masque de plongée orné d'une mouette, une ceinture contenant de la mousse explosive et un détonateur, et un chapeau dont les bords sont effilés tel un rasoir. Le film Goldfinger fait la part belle aux voitures. Dans les romans, Bond accorde une extrême attention à sa Bentley de 1939. Souvent endommagée, il dépense une fortune pour la remettre en état. Dans les films, les réparations sont souvent aux frais du MI6, ce qui désespère Q. Ici, Bond troque sa Bentley pour une Aston Martin DB5, voiture qui reviendra dans Opération Tonnerre, GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Casino Royale, Spectre et Mourir peut attendre. Cette voiture possède un moteur 6 cylindres, puissance 282 chevaux, vitesse de pointe 232 km/h. Elle fut produite en 1021 exemplaires. DB signifie David Brown, qui a racheté la marque en 1947. À son volant, Bond fait une course-poursuite avec une Ford Mustang cabriolet sur les routes de Suisse. Cette Ford est conduite par Tilly Masterson. Il s'agit d'un modèle expérimental qui ne sera lancé qu'en avril 1964, donc après le tournage et avant la sortie du film. Caractéristiques, moteur V8, puissance 271 chevaux, vitesse de pointe 208 km/h. Bien que faisant référence à un avion, la voiture voit son image associée au cheval. La voiture sera également visible dans Opération Tonnerre. Oddjob conduit une Ford Ranchero, moteur V8, puissance 225 chevaux, vitesse de pointe 153 km/h. Ce coupé utilitaire est l'ancêtre des pick-up. Il fut créé pour les fermiers et les cow-boys. Dans le film, la voiture est de couleur gris-bleu et elle est marquée Oric Studio Farms, Louisville, Kentucky. La Ford Country Squire Wagon, moteur V8, puissance 200 chevaux, vitesse de pointe 163 km/h. Véhicule emblématique des années 1960. Elle pouvait être transformée en camping-car. Dans le film, les côtés sont habillés par des panneaux imitant le bois. La Ford Thunderbird 4, moteur V8, puissance 300 chevaux, vitesse de pointe 193 km/h. Dans le film, elle est conduite par Felix Leiter. Le cabriolet blanc avec capote noire est immatriculé CZ 421. La Lincoln Continental, moteur V8, puissance 320 chevaux, vitesse de pointe 177 km/h. Un prototype fut construit en 1939 pour Edsel, le fils de Henry Ford. Le modèle 1961-1969 dessiné par Elwood Engel se caractérise par des portes arrière s'ouvrant vers l'avant, d'où son surnom Clapdoor. Il était réalisé entièrement à la main et valait aussi cher qu'une Rolls-Royce. La Lincoln Continental présidentielle, en version décapotable, est celle dans laquelle JFK fut assassiné à Dallas le 22 novembre 1963. Dans le film, la voiture est conduite par Monsieur Solo. Goldfinger se déplace en Rolls-Royce Phantom 3 de 1937. Moteur V12, vitesse de pointe 140 km/h, poids 3628 kg. La Phantom 3 est la dernière des grandes Rolls-Royce d'avant-guerre et la dernière voiture sur laquelle Henry Royce a travaillé avant sa mort en 1933. Seuls 727 châssis de Phantom 3 ont été construits entre 1936 et 1939. Le modèle jaune et noir du film fut construit sur mesure en 1937 dans le Cambridgeshire. Dans la mesure où la date de sortie du film avait été prédéterminée et que le tournage s'était achevé à une date proche, John Barry composa certaines séquences sur des versions préliminaires et non définitives.
il déclara que son travail sur Goldfinger fut l'un de ses préférés car c'était la première fois que j'avais le contrôle total en écrivant la partition et la chanson. Les pistes musicales, en accord avec le thème de l'or et du métal du film, font un usage intensif des cuivres ainsi que des carillons métalliques. Goldfinger lança la tradition d'introduire la chanson du générique de James Bond dans la séquence d'ouverture et de faire appel à des artistes populaires. La chanson du film est interprétée par la Britannique Shirley Bassey. Les paroles sont de Leslie Bricusse et Anthony Newley. Elle s'inspire en partie des accords d'une autre musique de film, Moonriver, extraite du film Diamant sur le canapé, sorti en 1961. Harry Saltzman détestait cette musique, mais heureusement, il n'eut pas son mot à dire, car la chanson remporta un vif succès. Shirley Bassey interprétera également les titres des films Les Diamants sont éternels et Moonraker. Elle enregistrera également sa propre version de Monsieur Kiss Kiss Bang Bang pour Opération Tonnerre, qui sera remplacée par celle de Dionne Warwick. Petite anecdote. Bassey avait failli s'évanouir au moment de l'enregistrement de Goldfinger car elle tenait la dernière note trop longtemps. Un cas similaire s'est ensuite produit avec le chanteur Tom Jones, interprète de la chanson Thunderball. Les paroles de Goldfinger furent qualifiées de puériles par le tabloïd Daily Express. Quelques extraits de la chanson. Goldfinger, c'est l'homme version Midas, un doigt si froid. La fille en or se souvient de son baiser, le baiser de la mort. Ce cœur est froid. Quelques années plus tard, allait apparaître le groupe musical Goldfingers, qui choisit son nom en l'honneur du film. Sauf que les ayants droit de Ian Fleming n'appréciant pas ce choix, les chanteurs durent raccourcir leur nom et devenir Gold. Bond nage vers une raffinerie de pétrole et place des explosifs dans un laboratoire secret de drogue. Il enlève sa combinaison de plongée pour révéler un smoking blanc, parfait pour sa soirée qui l'attend. Les explosions éclatent alors que 007 se dirige vers un associé. La nuit ne fait que commencer. Alors qu'il rencontre une danseuse de flamenco, Bond aperçoit le reflet d'un agresseur dans ses yeux. Une bagarre s'ensuit, et il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. L'agresseur est rapidement jeté dans un bain d'eau, d'où il se précipite pour attraper l'arme de Bond. Ce dernier saisit un radiateur électrique qu'il jette dans l'eau pour électrocuter l'homme et lance. Écœurant. Le générique est projeté sur le corps vêtu d'un maillot de bain du mannequin Margaret Nolan avec quelques images de l'aventure en surimpression. Robert Brown-John s'est inspiré de la technique mise au point 40 ans plus tôt par le photographe hongrois Laszlo Moholy-Nagy. Robert se souvient de l'audition de la jeune femme. Margaret a été auditionnée vêtue d'une combinaison spéciale couleur or venue des États-Unis. Elle a fait un essai, recouverte de peinture d'or, de la taille au visage et allongée sur le ventre sur un canapé. Le mannequin a obtenu également un petit rôle dans le film, celui de la masseuse, Dink. Elle apparaît en maillot de bain au bord de la piscine de l'hôtel. Elle est congédiée par Bond d'une tape sur les fesses à l'arrivée de l'éther. Le générique révèle quelques indices sur le contenu du film. Au début, il nous présente les 4 personnages principaux. Henry Goldfinger, James Bond, Pussy Galore et Hot Job. Nous comprenons également que Bond et Pussy vont devenir intimes, sans surprise. Nous apercevons brièvement un avion, Monsieur Solo, une partie de golf, des néons multicolores et une explosion. Parmi les scènes non citées, on voit James Bond qui échappe à la poursuite d'un hélicoptère. Cette séquence est tirée du film Bon baiser de Russie. Nous pouvons également apercevoir un plan qui ne fut finalement pas intégré au montage, l'arrivée de Bond dans le laboratoire de Q. La campagne de marketing de Goldfinger a commencé dès le début du tournage en Floride. Les 2 producteurs autorisèrent la présence de photographes sur le plateau pour prendre Shirley Eaton en photo lorsqu'elle était recouverte d'or. Robert Brown-John, le concepteur du générique, se vit confier la réalisation des affiches publicitaires. En outre, les 2 exemplaires de l'Aston Martin DB5 ont été présentés à l'Exposition universelle de New York de 1964, entraînant une augmentation des ventes de l'automobile.
Des jouets de la voiture, désormais célèbres, ont aussi été produits par la société Corgi Toys, marquant le début d'un partenariat de plusieurs décennies avec la franchise de James Bond. Le jouet fut même le plus vendu en 1964. 4 millions d'exemplaires dans le monde à ce jour. Le marketing du film s'est aussi étendu dans d'autres domaines comme les vêtements, les figurines, les jeux de société et les cartes à collectionner. Les hommes rêvaient de porter les costumes et les chemises de James Bond. On assiste à la naissance du merchandising bien avant Star Wars. L'avant-première de Goldfinger eut lieu à l'Odéon Leicester Square à Londres le 17 septembre 1964, alors que la sortie générale au Royaume-Uni était prévue pour le lendemain. Près de 5000 personnes attendent les stars du film, bloquant la circulation dans tout le centre de la ville. Des grappes de fans en extase clament le nom de Sean Connery et piétinent les barrières pour accéder à la première du film. Pour l'occasion, Honor Blackman porte un bijou en forme de doigt, en or d'une valeur de 22 carats, conçu par le joaillier britannique Charles de Temple. Les spectateurs sont si nombreux que le service d'ordre est incapable de les contrôler. Plusieurs portes vitrées du cinéma seront brisées accidentellement et le film sera diffusé avec 10 minutes de retard en raison de la confusion. Bond incarne le fantasme de la puissance perdue de la Grande-Bretagne. Il est une compensation au déclin inexorable d'après-guerre, une sorte de remède à l'aigreur nationale, au moment où le grand frère américain affirme sa prééminence. Le lendemain, le film sort dans les salles britanniques. Le succès est phénoménal puisqu'en 2 semaines seulement, l'investissement de 3 millions de dollars est rentabilisé. Ce fait sera signalé dans le livre Guinness des records comme étant le démarrage le plus rapide de l'histoire du cinéma. L'événement séduit même les critiques, pourtant toujours méfiants vis-à-vis de ce genre de film. Personne n'ose en dire du mal devant un tel engouement du public. Cette joie générale est pourtant ternie par la disparition de Ian Fleming le 12 août précédent. Anne Fleming, dans son interview de 1966, se rappellera. Plus on identifiait Ian à James Bond, plus il s'était mis à ressembler au héros qu'il avait inventé. Depuis toujours, il dépeignait le mode de vie qu'il aurait aimé connaître lui-même. Ian a vendu un intérêt majoritaire sur toutes les royalties de ses livres à une société de placement londonienne pour une somme forfaitaire. Et comme il est mort dans les 6 mois qui ont suivi cet accord, la plus grosse partie de l'argent qui lui revenait est allée à l'État. Le plus tragique dans toute cette histoire, c'est que, à cause de sa santé de plus en plus chancelante, Ian n'a pas pu profiter de ses succès. James Bond donnait d'une main et reprenait de l'autre. La première du métrage aux États-Unis s'est quant à elle tenue le 22 décembre 1964 au Théâtre de Mile à New York. Il a été diffusé dans 64 cinémas à travers 41 villes et a finalement été montré sur 485 écrans. Le film attira 50,6 millions de spectateurs en salle et rapporta 51,1 millions de dollars. En France, le film est sorti le 18 février 1965 et a totalisé 6 675 587 entrées, dont plus de 1,5 million à Paris, se plaçant à la 2e place du box-office français derrière la comédie Le Cornio. En Allemagne, le blockbuster a totalisé 11 millions d'entrées. Au total, le film rapporta la modique somme de 124,9 millions de dollars. Comme chaque aventure de James Bond, Goldfinger eut son lot de nominations et de récompenses. Il fut nommé au British Academy Film Awards dans la catégorie Meilleure direction artistique britannique en couleur pour Ken Adam, au prix Edgar Allan Poe dans la catégorie Meilleur film étranger, aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleure bande originale d'un film pour John Barry, et aux Laurel Awards dans la catégorie Meilleur second rôle masculin pour Gert Frobe. Il obtint la 3e place. Côté récompense, Norman Wanstall obtint l'Oscar du meilleur montage de son. United Artists reçut un GoldenEye Len Wand. Sean Connery reçut un Laurel Awards pour la meilleure performance masculine dans un film d'action. Et les 2 producteurs repartirent avec un Laurel Awards pour le meilleur film d'action dramatique. Goldfinger a eu un impact considérable sur la franchise de James Bond et la fiction de manière générale. Son scénario riche et novateur ayant entre autres servi de modèle pour les films ultérieurs de la saga.
C'était d'abord le premier métrage de la série à s'appuyer fortement sur la technologie, notamment à travers l'utilisation massive de gadgets par Bond et les équipements sophistiqués de Goldfinger, ainsi que le premier à présenter une séquence de pré-générique complexe et sans rapport direct avec le reste de l'intrigue. La scène de la rencontre entre Bond et Q dans le laboratoire du quartier maître a également été réimaginée dans la plupart des opus suivants. Scène cruciale puisqu'elle présente au spectateur les gadgets dont 007 se servira au cours de sa mission. La plupart des opus suivants se baseront aussi sur une balance entre l'action, la comédie et le suspense amorcé par ce film. La plupart des personnages principaux de Goldfinger ont également influencé des personnages similaires. Le fait de représenter les méchants comme des personnalités incroyablement riches, pleines de ressources, et qui tentent de mettre à exécution un plan relativement complexe pour gagner encore plus de richesse et de pouvoir. Odd Job a servi d'inspiration pour de nombreux autres seconds couteaux, par son apparence extravagante et par sa force indestructible. Les plus notables étant Requin, Gobinda et Monsieur Inks. Les morts tragiques des James Bond Girls secondaires sont aussi devenues un passage récurrent. La scène du laser a aussi été reprise brièvement dans Meurt un autre jour. Enfin, l'image à la fois virile et sexiste de Connery, qui a beaucoup gagné en popularité depuis la sortie de James Bond 007 contre Dr No et Bon baiser de Russie, a été encore plus accentuée dans ce troisième volet, si bien que l'acteur est devenu un symbole de la masculinité renaissante. Néanmoins, le comportement de son personnage est aujourd'hui moins perçu de manière positive, en raison des valeurs sociétales actuelles liées au féminisme. La tape sur les fesses de Dink et sa façon de lui parler comme si elle était stupide ferait grincer des dents. Quant à la scène avec Pussy Galore dans l'écurie, qui s'approche d'un viol, il faut bien être honnête, elle serait censurée et Sean Connery mis au pilori. Bond aurait fini sur les réseaux sociaux, tels que Balance ton porc. Auric Goldfinger faillit hériter d'un frère jumeau dans Les Diamants sont éternels, obsédé, lui, par les diamants. L'idée fut abandonnée. Saltzman et Broccoli étaient si peu convaincus de la qualité de ce troisième film qu'ils songèrent un moment à attendre que le quatrième film soit tourné pour les distribuer conjointement dans un double programme. Un jour que Sean Connery était interviewé par une journaliste française sur le rôle de Bond dans Goldfinger, ce dernier tenta de faire dévier la conversation sur son partenaire Gerd Frobe. La journaliste demanda « Qui est cette actrice ?» Bond et Jill Masterson sont dans une chambre d'hôtel. James se lève pour prendre une bouteille de champagne dans le réfrigérateur. Odd Job surgit et l'assomme. Sans vouloir mettre en doute le talent de l'acteur écossais, ce dernier n'eut pas besoin de simuler la scène. Il était véritablement inconscient. Sakata oublia de contrôler sa force et surtout oublia de feindre les coups. La Rolls-Royce de Goldfinger est immatriculée AU1. Ces deux lettres sont celles de son prénom, Auric, mais elles correspondent aussi et surtout au symbole chimique de l'or. Une banderole apparaît sur un hangar à avions de Fort Knox souhaitant la bienvenue à un certain général Russian. Celui-ci n'est autre qu'un ami de Broccoli. Le lieutenant-colonel a obtenu du gouvernement américain l'autorisation par l'équipe de survoler Fort Knox. Cette banderole est donc un hommage que lui rend le producteur. Dans la copie originale du film, le compte à rebours de la bombe atomique de Fort Knox s'arrête à 003. Albert Broccoli fit refaire le plan afin de faire référence au héros. La bombe s'arrête maintenant à 007. Hélas, le dialogue entre Bond et Letter ne fut pas modifié, ce qui engendra une erreur. Encore 3 secondes et Goldfinger aurait réussi. Dans la version remasterisée, Bond dit bien encore 7 secondes et Goldfinger aurait réussi. Dans le jet de Goldfinger, nous apercevons un tableau de Georges Braque, Nature morte à la palette. Ce tableau appartient effectivement à un collectionneur privé, mais je doute qu'il s'agit d'Auric Goldfinger. Michael Wilson, le fils adoptif de Broccoli, adore les caméos. Il va en faire dans chacun des films suivants. Il apparaît au décollage des avions de Pussy Galore et double Sean Connery à l'arrière d'un camion militaire lors du tournage de l'équipe à Fort Knox. Je vous remercie d'avoir visionné cette deuxième partie.
La semaine prochaine, j'endosserai mon costume de méchante pour vous divulguer les faux raccords, les erreurs techniques et les illogismes du film. Et je suis désolée de vous l'annoncer déjà, mais ils sont encore plus nombreux que lors des 2 films précédents. À moins que ce soit mon œil qui devienne de plus en plus aiguisé. En attendant, je vous souhaite un agréable week-end.